Bonjour à tous, nous allons commencer ce webinaire sur la gestion patrimoniale des réseaux d'eau et d'assainissement. Je suis Oriane Séville, conseillère environnement à Intercommunalité de France. Ce webinaire est organisé en partenariat avec Suez. Il durera 1h30 et vous aurez bien sûr accès au replay ainsi qu'au support de présentation d'ici quelques jours. Quelques mots d'actualité. Nous avons illustré ces derniers mois l'importance de la gestion patrimoniale au travers de différents travaux. Je vous ai partagé à l'écran une carte qu'Intercommunalité de France a publiée courant mars sur les points noirs, les services avec un taux de rendement inférieur à 50%, une carte qui avait interpellé un certain nombre d'interlocuteurs. Et nous avions utiliser cette communication pour illustrer l'importance, l'enjeu de moderniser, renouveler, entretenir le patrimoine. Également, la semaine dernière, nous avions communiqué un certain nombre de propositions pour aller vers un nouveau modèle de financement des services d'eau et d'assainissement, des propositions communes entre Intercommunalité de France, l'AFP2E et la FNCCR. Ces propositions s'appuyaient en partie sur les résultats d'une enquête que nous avions mené auprès de nos adhérents sur les enjeux financiers, les enjeux auxquels sont confrontés les services d'eau. Et ce qui ressortait massivement étaient les enjeux de renouvellement du patrimoine, d'amélioration de la qualité de l'eau et de sécurisation de la ressource, l'accès à l'eau face à la sécheresse. C'est donc dans ce cadre que nous organisons ce webinaire afin notamment de partager, d'illustrer ces enjeux avec un certain nombre de retours d'expérience. Pour le dérouler, Pascal Vizier, directeur grand compte collectivité France Nord chez Suez Eau France, vous partagera quelques éléments méthodologiques et ensuite nous en viendrons à deux retours d'expérience. Le premier sera celui du syndicat des eaux et de services Auxois-Morvan. Il sera présenté par Frédéric Verrier, le directeur. Et ensuite, nous entendrons le retour d'expérience de Châteauroux Métropole par Stéphane Raveau, directeur eau potable et assainissement. Nous prendrons quelques questions de clarification après chaque intervention et nous aurons également un temps d'échange à la fin de ce webinaire. Je vous remercie et Pascal, je vous passe la parole. Merci Oriane. Bonjour à toutes et tous. Et comme, pardon, comme indiqué dans le déroulé par Oriane, euh, avant que le syndicat des eaux de Sésame partage son expérience ainsi que celle de Châteauroux, j'avais envie de partager avec vous des éléments de plus généraux sur la manière d'intégrer et la place que peut trouver le sujet de la gestion patrimoniale dans la thématique euh, de, 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 de la sécurisation, de l'alimentation d'eau potable, de la sobriété, tout un tas de sujets qui sont devenus et deviennent de plus en plus prégnants. Je ne vais pas m'étendre sur les éléments de contexte, mais peut-être juste prendre quelques points particuliers. L'attention sur la ressource, elle est connue de tous. L'été 22, un moment de grand révélateur pour le grand public. Et finalement, tout ça faisant, il y a eu les assises de l'eau auparavant, ce moment très délicat de l'été 2022 et le gouvernement qui euh, formalise un plan appelé plan haut du gouvernement avec en axe 1 le sujet d'organiser, le mot a été utilisé, la sobriété des usages, un chiffre, moins 10% sur les prélèvements à horizon 2030. Et aujourd'hui, l'inscription dans les 12e programmes des agences de l'eau de cet objectif, on va retrouver dans les SAGE ou les PTGE. Donc, il y a quelque chose il y a un objectif clairement collectif sur ce sujet sobriété ou modération des usages. Le deuxième point, vous le connaissez aussi, c'est des textes réglementaires. Alors, certains sont à l'échelle française, d'autres à l'échelle européenne. Il y a aussi
des éléments nouveaux apparus au niveau des métabolites ou de certaines molécules type micropolluants. On a beaucoup parlé des PFAS. Alors, toujours est-il que la DRU 2024 traduite, fera l'objet d'une traduction en droit français en 2026, le décret socle qui va impacter euh, le, le sujet du retour au sol des boues, plus les sujets micropolluants dans son ensemble, cumulés à, on le sait tous, des investissements ces dernières années qui ont été, comment dire, peu fléchés sur le renouvellement ou sur la pérennisation du patrimoine. Toujours est-il que, et le mot a même été, et aujourd'hui, assez largement partagé, on a énormément d'investissements dans un horizon 5 ans et au-delà de cet horizon 5 ans qui va probablement durer. Enfin, dernier point, peut-être moins connu précisément, il y a aussi une réforme dans la loi de finances 2024, une réforme de la redevance des agences de l'eau. Tout n'est pas connu à date, puisque les arrêtés ne sont pas sortis. Euh, Est-ce que ce sera avant l'été, juste après l'été? Je ne sais pas. Néanmoins, ce dont on peut être certain, c'est que la performance des systèmes d'eau ou la performance des systèmes d'assainissement sera l'un des indicateurs clés pour moduler la redevance agence de l'eau. Et la partie qui va être modulée, c'est environ 25% du total, on va dire le milliard 6 de collecte des agences de l'eau. Il y en a un quart qui va être modulé, et cette modulation, quand même, malgré tout, elle va se faire dans un rapport de 1 à 5. Et ce qui va être regardé, c'est les indicateurs de rendement, de déversement, de connaissances patrimoniales. Tout ça va se mettre en place concrètement à partir de 2026, mais les, la modulation qui sera appliquée en 2026, elle sera basée sur les indicateurs de performance des systèmes de cette année, de 2024. Voilà, donc on a quand même ici tout un ensemble où on doit réduire les prélèvements, où on a des investissements liés à des évolutions réglementaires et en même temps des subventions qui seront de plus en plus liées à la performance. Compte tenu de tout ça, slide suivante, euh, tout ça, c'est pas des nouveaux objectifs. Ce que j'ai mentionné ici, c'est les objectifs qui sont déjà prioritaires, mais que probablement il va être utile de renforcer, utile ou nécessaire, à la fois sur la performance des systèmes d'eau, euh, pour réduire, bah, si je fais le lien avec les éléments de contexte, à la fois les pertes, puisque l'objectif c'est -10, euh, sur la partie prélèvement, perte en réseau, perte en usine, sans oublier qu'il va y avoir pour cet aspect-là aussi un impact avec une pression plus ou moins forte liée à la thématique des redevances agences de l'eau en fonction de la perf. Deuxième élément, le renforcement aussi de la protection des milieux aquatiques, qui, du point de vue de la ressource en eau, est nécessaire pour sécuriser la qualité de la ressource, au-delà de la quantité, qui est déjà en soi à date un problème, mais il est évident aussi que le volume d'eau qui reste disponible, il sera d'autant plus disponible et accessible pour l'eau potable qu'il est de bonne qualité. Et évidemment, comme pour l'assainissement, comme pour l'eau potable, pardon, on va retrouver aussi l'impact positif d'avoir un système performant visant à protéger le mieux possible les milieux aquatiques. Et puis, troisième élément, la partie sécurisation et résilience des territoires au regard de la situation de tension hydrique. Là aussi, renforcement pour euh, mieux connaître, suivre en continu les ressources disponibles avec
j'ai simplifié un peu, mais je dirais anticiper à 10 ans et comment dire, et de manière plus proche de nous, être dans la meilleure situation possible pour gérer la montée progressive d'une tension hydrique ou d'un stress hydrique qui apparaîtrait au fil des mois ou au fil des années. Tous ces éléments-là, c'est forcément des, tout ça associé aussi, bien sûr, aux éléments réglementaires, c'est des investissements. Et pour certains de ces investissements, ça va supplémentaire, ça va aussi ou complémentaire générer des coûts d'exploitation, puisque pour aller chercher un peu plus des seuils plus bas en azote, en phosphore, pour limiter les déversements temps de pluie à moins de 5%, la directive européenne fixe une ligne ou une ligne d'horizon à 2% sans être, comment dire, normative. Tout ça va générer ces nécessaires investissements et les coûts d'exploitation associés complémentaires. Point suivant, euh, tout ça, ces investissements, c'est aussi dans un champ de contraintes financières qui est fort. Bon, je ne m'étale pas sur le premier point des rues et socles. Euh, on a quand même une interrogation sur la durabilité du retour au sol des boues, puisque Décret Socle aujourd'hui va tendre à élargir et à avoir plus de surface disponible en lien avec la contrainte de flux d'éléments traces métalliques par hectare. On a tous en tête, c'était l'objet comment dire, de la conférence de presse commune Intercommunauté de France, FNCCR et FP2E, de la baisse des recettes liées à la volonté et à la sobriété, alors qu'on sait tous qu'un service d'eau, c'est entre 80 et 90% de charges fixes. Et donc, cette baisse de recettes associée à cet appel et ce besoin d'investissement et de coûts d'exploitation complémentaires euh, pose de manière très claire la question de la vulnérabilité du financement des services. Et c'est le dernier point, euh, c'est la nécessaire, l'indispensable évolution de ces modèles de financement avec les 25 propositions dont Ariane a parlé en introduction. Une fois qu'on a dit tout ça, la gestion patrimoniale, la suivante, euh, parce que est une clé de voûte ou peut devenir, et peut devenir et être de plus en plus une clé de voûte pour soutenir ou résoudre ou apporter des solutions à l'équation performance-coût du service. Coût du service de l'assainissement ou coût du service de l'eau potable. Aujourd'hui, une large palette de nouvelles solutions, outils a émergé. Quand je dis c'est récent, ça date pas d'il y a un an, c'est plutôt depuis ces 5 dernières années, qui permettent d'affiner, là aussi j'ai simplifié, sur la partie connaissance, diagnostic, monitoring, euh, les données qu'on collecte. Ces données, parce que de nombreux algorithmes ont pu être, et des corrélations ont pu être faites, permet aujourd'hui de générer des indicateurs de performance, des tableaux de bord, des jumeaux numériques, et puis dans les versions les plus avancées, des outils d'aide à la simulation et d'aide à la diffusion ou des simulations pouvant permettre d'aller jusqu'à la maintenance prédictive. Et donc, c'est ces éléments-là aujourd'hui qui, mis tous ensemble, peuvent soutenir utilement cette recherche d'optimum entre la performance d'un service et son coût. Et je voulais peut-être juste donner quelques points d'attention, malgré tout, c'est que les outils, c'est pas tout. Euh, et ils donnent leur meilleur résultat et leur meilleur rendement et leur meilleure efficacité que s'ils sont très bien imbriqués dans à la fois des processus clairs de réalisation des différentes activités qui composent un service d'eau ou d'assainissement, derrière une organisation qui supporte utilement ces processus et les compétences humaines qui vont avec.
Donc, c'est l'outil plus l'humain qui va faire à la fin des résultats positifs, tangibles, d'une politique de gestion patrimoniale dynamique. J'ajoute que cette gestion patrimoniale, elle se déclinera forcément de manière progressive. Et cette progressivité permettra d'obtenir des résultats précis, clairs et tangibles, évidemment, si ça se réalise de manière constante et dans la durée. Donc, c'est un sujet d'aujourd'hui, c'était déjà un sujet d'hier, mais un sujet qui va prendre probablement une place de plus en plus significative pour atteindre ce couple et cet équilibre optimal performance-coût. Pour illustrer ces éléments-là, je vais céder la parole à Monsieur Frédéric Verrier, directeur du syndicat du Sésame, pardon. J'ai juste mis ici en conclusion que les quelques mots que comment dire, en résumé de ce que je viens de partager avec vous, je dirais que peut-être retenir juste ça, gestion patrimoniale, un outil à fort potentiel d'effet levier pour sécuriser et optimiser la garantie d'accès à l'eau potable. Et c'est ce que vont partager avec nous Monsieur Verrier dans un premier temps, puis Monsieur Raveau de l'agglomération de communauté d'agglomération de Châteauroux à travers leur expérience très concrète du moment, présente, pardon. Je vous cède la parole. Oui, je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Je vais partager mon écran. Hop, est-ce que l'affichage va? Parfait. Oui. Donc Frédéric Verrier, effectivement, donc je travaille au Cézanne, donc c'est le syndicat des eaux et de services Auxois-Morvan. Donc ce syndicat se situe en Côte d'Or, au nord-ouest de la Côte d'Or. Il représente 96 communes, par contre pour seulement 23 000 habitants. C'est la tête de bassin, enfin c'est une des têtes de bassin Seine-Normandie. Donc là, je vais vous donner des éléments de contexte en fait pour que vous compreniez bien dans quelle situation on est, dans quelle situation on était et vers où on veut aller. Nous, les effets de la loi Notré, ça a déjà été fait, c'est-à-dire qu'en 2019, les élus ont pris la décision d'anticiper 2020 et donc on a grossi, on va dire, de 50% le nombre de communes. Mais du coup, on a récupéré aussi donc on a le syndicat historique et des problématiques nouvelles sur ce territoire-là. Donc la prise de compétence eau potable a été faite il y a bien longtemps. On a un peu moins, enfin, 942 km de réseau, 67 réservoirs, 32 ressources qu'on voit ici, dont 3 superficielles. Donc vous voyez qu'on a hérité là, de tout ce panel de sources, des petites sources qui sont vulnérables. Euh, Aujourd'hui, donc, on a un indice linéaire de consommation seulement de 4 mètres cubes par kilomètre et par jour. Donc, autant vous dire que c'est très très faible et donc les marges de manœuvre sont faibles, y compris en termes de ressources financières, puisqu'on vient d'en parler. Un rendement qui est de 76,5 jusqu'à la semaine dernière. Là, on est à 77,5, donc on a progressé. Et un ILP qui est passé à 1,24. Il était d'un 26 l'année dernière. Donc on est arrivé un peu, alors c'est-à-dire qu'un ILP d'un 26 ou d'un 24, c'est très bien. Continuer à perdre une goutte d'eau sur 4, même si les statistiques en milieu rural disent que c'est bien, pour nous, ce n'est pas satisfaisant, donc on voudrait aller un petit peu plus loin. On a donc un réseau qui est maillé, qui a permis de sécuriser tout le territoire, à part 2 communes seulement, mais qui sont des petites communes qu'on peut éventuellement dépanner par citerne, dont on dispose aussi. Là, la carte que vous voyez là, donc c'est les problèmes quantitatifs, c'est-à-dire que tout ce que vous voyez en rouge et en orange, ce sont des ressources qui sont vulnérables en temps à l'étiage.
que ce soit donc en orange les ressources superficielles ou en rouge les ressources souterraines. Et si on n'avait pas fait les interconnexions donc dans les années 2021-22, enfin 2021-22, aujourd'hui, c'est des communes qui, dès le mois de juin, des fois, on devait amener des tonnes à eau. Euh, à ces problèmes quantitatifs s'ajoutent les problèmes qualitatifs, puisque malgré un partenariat de longue date avec les agriculteurs, j'ai oublié de le dire, on est sur un système de polyculture élevage, c'est-à-dire qu'on a à peu près 3 bêtes par habitant, c'est-à-dire 60 000 UGB, donc c'est pas neutre, hein, puisque c'est 15% de la consommation d'eau potable, je ne parle pas du reste de l'eau. Et donc, on travaille beaucoup, donc il y a 400 éleveurs avec ce monde agricole, mais par contre, même malgré leurs efforts, on voit bien que depuis 2018, avec les sécheresses, eh bien, on se retrouve avec des quantités de nitrates notamment de plus en plus importantes. Pourquoi? Parce que le taux de dilution est moindre, c'est-à-dire qu'avec le même taux de avec le même quantité de nitrate à l'hectare, eh bien, on se retrouve avec donc des concentrations qui montent. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, parce que moi, j'ai toujours la barre de voilà, montée. Les défis à relever, donc c'était l'ancienne mandature qui avait défini ses priorités. Donc, pas de fatalité, mais de l'action. Donc, c'est préserver la ressource, très important, anticiper les crises, pérenniser le patrimoine, on va en parler après, maintenir une solidarité de territoire. C'est ce qu'on essaye de faire jouer. Et puis, maîtriser les coûts des services, bon, ça, c'est comme tout le monde, et garder un service de proximité performant. Donc, dès 2006, on avait déjà commencé à réaliser une sectorisation du territoire. Ensuite, on a diversifié nos ressources pour répondre à ces problématiques-là. Donc, on a 3 ressources principales avec quand même, potentiellement, on est excédentaire, hein, et plutôt bien adapté au changement climatique, puisque c'est des ressources, je pense à celles de Pont et de Chêne-Saint, que vous voyez à l'écran. Ce sont des ressources qui se remplissent l'hiver. Par exemple, Chêne-Saint, entre 8 et 15 jours de temps, un débordement de rivière nous suffit à combler les besoins de l'année entière. Et puis, prochainement, là, donc d'ici quelques années, on sera aussi sur une autre ressource, la ressource de Grosbois, qui fonctionnera exactement sur le même principe. C'est des barrages réservoirs en fait, qui vont se remplir l'hiver et qu'on pourra utiliser l'été sur notre territoire. Donc, une fois qu'on a ces ressources et les interconnexions, donc là, entre 2005 et 2022, donc on a réalisé des interconnexions conséquentes, hein. Il y a en tout, on doit être dans les 60-70 km qui permettent de structurer le territoire et donc d'interconnecter ces ressources stratégiques. Et puis après, tout un panel d'actions, je ne vais pas les développer là, mais donc des mesures à la fois préventives, des études prospectives, du diagnostic permanent, de la métrologie, l'initiation d'un PTGE. Alors, ce n'est pas nous qui le menons, c'est le sage de l'Armançon, mais on est assez actif dessus. Et puis, bien sûr, à coller avec les stratégies d'adaptation au changement climatique, que ce soit l'Agence de l'eau Seine-Normandie, dont on fait partie intégralement, mais aussi du département de la Côte d'Or. Et malgré tout ça, eh bien, on n'arrivait pas à décoller sur certains sujets ou moins bien anticipés. Donc, il y a eu un appel à projet innovation en 2021 de la part d'Agence de l'eau Seine-Normandie, auquel on a répondu, qu'on a appelé donc, gestion et maîtrise de l'eau sur un syndicat rural, parce qu'il fallait tenir compte de notre spécificité. Et cet appel à projet, on a décidé d'y répondre en 3 volets que je vais vous détailler. Donc, le premier volet qui est la gestion intelligente de la ressource, le second qui va traiter plutôt de la réduction des prélèvements dans le milieu avec différents outils. Et puis le dernier, vous en avez parlé tout à l'heure, qui est la gestion patrimoniale. Et puisque la gestion patrimoniale, c'est vraiment le gros défi de demain. Donc là, le coût, c'est le coût sorti de l'appel d'offres. Réellement, à l'atterrissage, on devrait être à 1 650 000. Ça se déroule sur 4 ans, 3 années d'action et une année où il y aura une rédaction de tout ce qui a fonctionné et pas fonctionné et d'argumenter pourquoi ça a marché et pourquoi ça n'a pas marché et comment est-ce qu'on pourrait l'extrapoler sur d'autres territoires. Alors quand je dis on, c'est l'agence de l'eau, hein, qui finance l'opération à un peu plus de 70% et qui nous permettra demain, soit nous de conserver ces outils-là, soit d'en faire bénéficier d'autres avec un retour d'expérience, mais avec une approche quasi scientifique.
Donc, comme vous pouvez le voir, donc, il y avait 4 lots. Donc, la gestion patrimoniale est sur le lot 3 et 4. Et puis, les autres, les 2 volets correspondent aux 2 lots. Vous voyez beaucoup de Suez, sachant que c'est Suez qui a répondu à l'appel d'offres, mais il y a beaucoup de partenaires que je vais citer tout au long de l'exposé. Donc le volet 1, la gestion intelligente de la ressource, elle répondait à divers critères, divers objectifs. Dans un premier temps, on avait déjà des équipements sur nos ressources, et donc on a décidé d'en mettre plus. C'est-à-dire toutes les ressources aujourd'hui ont une mesure en direct, c'est-à-dire qu'on peut aller voir en direct le volume qui est délivré par ces sources-là, sachant que le volume hivernal ne nous intéresse pas plus que ça. C'est intéressant dans le cadre d'une étude bac, mais pas là. Par contre, c'est vraiment les volumes à l'étiage. Donc, il y a eu 22, 23 capteurs qui ont été mis en place, là, comme vous pouvez voir, et donc avec une télétransmission permanente. Donc ça, c'est la connaissance. Ensuite, en connaissance, on avait anticipé, on avait réalisé toutes les études de bassin d'alimentation de captage sur notre territoire. J'ai oublié de dire, là, les appareils de mesure, donc c'est CNS qui nous les a installés. Là, l'hydrogéologue, c'est Emmanuel Soncourt, qui est un hydrogéologue agréé là, du secteur, et qui a repris toutes nos études, et il a essayé d'identifier 8 sources ou ressources qui ont une typologie qui sera représentative du reste des autres ressources, et sur lesquelles on travaille donc pour connaître un peu le modèle hydrogéologique, et en fonction de la pluviométrie, en fonction de la météo, et des prévisions météorologiques, on va réaliser des modèles. Donc, dans un premier temps, il a isolé ces 8 ressources, et on en a gardé 2, je vous les montrerai après, pour une autre expérience. Donc, une modélisation multi-échelle quantitative. Donc là, c'est le LIR qui fait ça. Donc, ce sont des data scientists qui réalisent qui calent un modèle de prédictif pour savoir à court terme et à moyen terme comment évoluent nos ressources. C'est quelque chose qui se recale de jour en jour, puisque on a notamment donc, les modèles hydrogéologiques, c'est-à-dire est-ce que c'est saturé, est-ce que c'est pas saturé, où on en est. Et puis derrière, les modèles météorologiques qui, eux, vont dire qu'est-ce qu'on va mettre dans cet aquifère et à quelle vitesse ça va ressortir. Donc ça nous permet un pilotage intelligent pour anticiper les crises ou pour soulager aussi certaines ressources, c'est-à-dire qu'on peut délibérément décider de switcher d'une ressource à une autre si on voit qu'il y en a une qui est un peu faible. Euh, Dans le même temps, là c'est plus la prospective, on va travailler, là c'est pas encore fait, avec les modèles du GIEC pour savoir qu'est-ce qui va nous rester en 2050 comme ressources sur le territoire. Je vous ai parlé de 32 ressources. Malheureusement, il y a fort à parier qu'on sera plutôt sur une quinzaine de ressources, voire une dizaine de ressources en 2050, au rythme où vont les choses. En tout cas, sur notre territoire. Donc, avec des scénarios long terme qui vont être modélisés. Un autre modèle qui est en cours, l'idée de base, c'était de se dire, mais maintenant, en plus, avec tout ce qui est métabolite, on a vraiment du mal les pesticides ne se mesurent pas en ligne. Donc, l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme paramètre corrélant, c'est-à-dire à chaque fois qu'on rencontrera tel type de situation, que ce soit hydrologique, que ce soit physico-chimique, euh, on constate qu'on a des pesticides en même temps. Et donc, on va, avec un travail partenarial qu'on a avec les agriculteurs, en fait, on est en train d'essayer d'établir, quand ils épandent des pesticides sur ces captages-là, donc il y en a 2 qui sont actuellement en cours d'expérimentation, à quelle vitesse est-ce que les pesticides migrent dans nos ressources, sachant que c'est assez karstique, donc ça va assez rapidement, mais néanmoins, on a encore des métabolites il y a des années. C'est-à-dire à quelle période il faudra qu'on coupe ce captage-là pour être sûr de ne pas délivrer de l'eau non potable sans même faire d'analyse. Alors, il y aura toujours le programme d'analyse de l'ARS, mais il y a des trous dans la raquette, hein, puisque même une petite commune, c'est une analyse tous les 3 ans. Donc, autant vous dire qu'on peut délivrer des pesticides au robinet sans que personne ne s'en rende compte, et même nous.
Tout ça s'est mis dans une interface qui est un outil de supervision, mais aussi d'aide à la décision, qui s'appelle AquaAdvance. Donc ça, c'est la société 3S qui réalise ça pour nous. Et donc, on a un genre de vision globale de tous ces éléments-là, qui soient en direct ou passé, et qui nous permet également, enfin, qui nous permettra, parce que là pour le coup on ne les a pas encore, donc la vision sur le modèle prédictif. Donc ça, c'était pour la bonne connaissance de nos ressources. Ensuite, le deuxième volet, c'est la réduction des prélèvements dans le milieu. Donc, plusieurs outils. D'une part, on a renforcé la sectorisation, donc on a rajouté une soixantaine de points. Donc là, on se retrouve avec 234 secteurs donc sur les 942 km, donc avec des mesures de débit qui sont transférées en temps réel à l'exploitant. Et on a mis en place également une soixantaine de capteurs qui s'appellent les InfloSense, de la société Inflomatics, qui mesurent des pressions. Alors ça, c'est vraiment très, très intéressant puisque, il y a plusieurs vocations. La vocation, c'est à la fois s'il y a des fuites, qu'elles soient moins importantes, c'est-à-dire en régulant cette pression-là, mais aussi en faisant en sorte de prolonger la durée de vie de nos réseaux. C'est-à-dire que nous, on a une topographie qui est assez vallonnée, ce n'est pas la montagne, mais c'est vallonné. Donc on a 114 régulateurs de pression, 68 pompages et des pressions qui peuvent aller jusqu'à 22 bars. Et grâce à ces capteurs qui prennent à peu près 130 mesures par seconde, on se rend compte qu'il y a des micro-coups de bélier qui sont créés. Et donc, comme vous pouvez le voir là sur le graphique en bas à droite, si on a un pas de temps qui est élevé, on ne les voit pas. Et si on n'a pas de temps qui est très très réduit, 128 mesures, par seconde, on a un delta qui peut aller de 4 à 6 bars en un dixième de seconde et qui crée ces coups de bélier-là. Et donc là, il y a tout un travail de modélisation et de gestion de tous ces ouvrages de régulation de pompage qui va conduire à ne plus créer les casses en fait, sur le territoire. Et ça, c'est vraiment des pistes à creuser parce que c'est des choses qu'on n'apprenait pas jusqu'ici. Alors, ça se fait ailleurs, mais par contre, là, le fait de tout modéliser sur le syndicat, c'est assez exceptionnel. Et puis, ensuite, on a des outils qui sont plus conventionnels, mais néanmoins, pareil, c'est dans le cadre de l'appel à projet innovation, on est en train de les tester, on va dire, jusqu'à leur limite, c'est-à-dire vraiment jusqu'où est-ce que les appareils détectent. Alors pourquoi est-ce qu'on a mis en place, donc ce sont des corrélateurs, enfin des prélocs, des prélocalisateurs, mais qui font fonction de corrélation acoustique permanente. Donc c'est des objets qui se répondent, et donc ça permet de cerner au mieux les fuites et rapidement. Mais ce qui nous intéressait, ce n'était pas tant ça, parce que, bon, on pourrait dire on embauche deux, trois chercheurs de fuite en plus. C'était le fait qu'aujourd'hui, notre sectorisation nous permet d'aller jusqu'à 1 mètre cube heure. Et en fait, là, ces outils-là sont censés, je dis bien censés, parce que ça ne marche pas à tous les coups en fonction des réseaux, nous détecter les fuites dites historiques. Pourquoi? Parce que une fuite qui fuit à 10 mètres cube heure, en 24 heures, elle est réparée. Une fuite qui fuit à 300 litres par heure, elle peut rester pendant 3 ans sans même qu'on aille la chercher, ou alors on va la trouver par hasard. Donc là, on a un premier outil qui est par Bayard, les sentinelles, ils se posent sur les poteaux incendie. Et un deuxième outil qui s'appelle Orthomat, donc là, c'est la société Von Roll, qui a le même principe avec un autre logiciel. Alors, quand je dis même principe, c'est que l'idée, c'est d'écouter des sons, des bruits, et qui dénotent la présence de fuite. Celui-ci se met sur toute partie métallique et le précédent se met sur les poteaux incendie. Donc, le but, c'est de réduire de 25% nos fuites, sachant qu'on perd à peu près 400 000 mètres cubes par an. Pardon. Donc l'objectif, c'est de réduire à 300 000, c'est-à-dire de gagner 100 000 mètres cubes sur les prélèvements dans le milieu. La gestion patrimoniale. Donc, on a mis en place deux grandes familles d'outils. La première, c'est on a travaillé sur l'environnement de la canalisation. On est parti du principe qu'en fait, on faisait 3 trous par jour dans notre territoire pour l'exploitation classique ou la création de branchements ou autre, et il n'y avait rien de capitalisé comme données. Donc, sur les 3 ans, il y a 1000 analyses de terre qui sont faites. Ces analyses vont permettre d'avoir une vision sur l'agressivité des sols, sur la corrosivité des sols.
200 analyses de casse, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une casse sur une canalisation, on l'envoie au laboratoire et qui donne le reste à vivre de cette canalisation. Et puis sur les canalisations stratégiques, où on ne pouvait pas se permettre d'attendre qu'il y ait une casse, donc il y a 100 scanners qui ont été effectués. Et ces scanners donnent les mêmes indications, c'est-à-dire le reste à vivre de la canalisation. Tout ça est mis dans un logiciel qui va transformer la donnée. Je vais vous montrer après. Et puis, la seconde, c'est l'analyse multicritère à partir d'un logiciel qui s'appelle Asset Advance. Donc, le premier, c'était Vonroll et le second, c'est 3S qui l'a développé. Donc, je vais vous les détailler. Donc, voilà l'état des canalisations là, quand on les découvre pour faire les scanners. Ensuite, tout ça est mis, donc là, tous les petits points, c'est-à-dire on a le logiciel, on peut aller cliquer dessus et on a l'analyse qui a été réalisée, qui est détaillée, en fait, le bulletin d'analyse de la canalisation. Et ça nous donne après des cartes du pouvoir corrosif du sol par rapport à nos canalisations. Donc, c'est un outil d'aide à la décision pour reposer des canalisations, c'est-à-dire pas faire les mêmes erreurs, mais aussi pour connaître le reste à vivre de notre canalisation. Donc, on aurait pu se satisfaire de cet outil, parce que c'est quelque part, on a déjà un bon outil, mais on va se servir de ces données brutes et ces données traitées pour les injecter dans Asset Advance. Et Asset Advance, donc lui, il va prendre en compte beaucoup plus de données. C'est-à-dire ce dont je viens de vous parler, on va les intégrer dans ce nouveau logiciel avec plusieurs étapes. Donc la première, ça a été de collecter les données. Donc là, ce que vous voyez en vert, tout ça, c'était des vues de travail, hein. On a 90% de notre réseau qui a été considéré comme valide en termes de données. Vous en avez parlé tout à l'heure, M. Vizier. Euh, on- il f- pour alimenter un modèle, il faut de la donnée. Donc là, il se trouve que la chance qu'on avait, c'est qu'on l'avait capitalisé depuis 2004. Donc on en a énormément, mais cela dit, et d'ailleurs vous voyez que la plupart des données qui ne sont pas valides, ce sont sur de nouveaux secteurs, donc il a fallu aller vérifier. Donc une fois qu'on les rentre, après du coup on peut faire des statistiques sur les canalisations qu'il y a, les pourcentages, voilà, ça c'est un outil on va dire de travail. Mais également, on peut avoir l'âge de la première casse par matériau et avoir commencé à cerner les points faibles du territoire et tout un tas de données que je ne vais pas détailler là, mais qui sont forcément passionnantes. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ensuite, donc on va avoir la probabilité de défaillance et aujourd'hui, un peu comme tout le monde, on fonctionne un peu au doigt mouillé, c'est-à-dire que soit on fonctionne avec l'âge de la canalisation, c'est ce que vous voyez là en rouge, soit on fonctionne avec l'historique des casses. C'est-à-dire plus ça casse, plus on se dit, tiens, il faudrait remplacer. Et par contre, on voit qu'avec le scénario, on va dire optimisé, c'est-à-dire en prenant en compte à la fois la pression, l'âge, le diamètre, l'environnement, les enjeux, on a des possibilités d'aller optimiser euh, ce- cette occurrence de casse et du coup, en faisant moins de travaux, on a la même efficacité, on va dire, vis-à-vis des fuites. Euh, Ensuite, donc, on a déterminé les facteurs d'influence, c'est-à-dire comment se configurent les problèmes de casse, quelles sont les conséquences directes des problèmes de casse, mais aussi les conséquences indirectes. C'est-à-dire, par exemple, si on casse une canalisation devant l'hôpital, il n'y a plus d'eau à l'hôpital. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Enfin, voilà, il a fallu tout hiérarchiser, les poulaillers, les écoles, est-ce que ça peut soulever un pont s'il y a une canalisation à 15 bars qui casse dans le pont? Et tout ça, après, ça a une incidence financière ou pas. Et donc, tous ces éléments-là, on a été jusqu'à mettre dans ce logiciel, par exemple, les rues qui étaient pavées, là où c'est plutôt en accotement, et avec des montants de réparation quand ça arrive ou de réhabilitation. Voilà, du coup, j'avais un peu anticipé l'impact de défaillance. Donc, on se retrouve avec des cartes d'impact de défaillance et on sait que ces tronçons-là, quand vous les voyez en rouge foncé, donc là, on a de la chance, hein, vous voyez, c'est 4% sur le territoire seulement où le risque de défaillance présente un impact majeur.
Après, c'est une sensibilité, hein. C'est-à-dire que chaque collectivité va avoir sa sensibilité et ses préoccupations. Et donc, ce sont des outils qui sont faits sur mesure. Donc, ça demande un petit travail préalable. Et puis enfin, donc, il y a les programmes optimisés qui sont proposés par un algorithme que je vous détaillerai absolument pas aujourd'hui, qui va prendre en compte tout un tas de paramètres et on va pouvoir rentrer finalement ce qu'on veut, c'est-à-dire soit des chantiers de route et on veut être concomitant en faisant des travaux de réseau, si c'est justifié. On va pouvoir dire je veux progresser de 0,2 points de rendement et avoir un scénario à 100 000 euros ou à 1 million d'euros, ou pouvoir dire j'ai 1 million d'euros, où est-ce que je dois le placer le plus judicieusement possible. Si on veut résumer cet outil, en fait, c'est vraiment une priorisation qui va permettre de placer chaque euro au bon endroit. Je pense qu'on le faisait à peu près bien, mais par contre au bon moment. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte des fois qu'on renouvelait des canalisations et qu'elles auraient pu peut-être aller un petit peu plus loin parce qu'il y avait des planètes qui s'alignaient comme des réflexions de route. Donc voilà ce que je pouvais dire sur l'expérience qu'on est en train de mener au syndicat, qui est valable chez nous. Et on verra plus tard, là, donc l'année prochaine, si c'est valable pour d'autres collectivités et dans quelles conditions. Merci pour ce témoignage très complet. On a quelques minutes pour les questions, donc n'hésitez pas à poser des questions à l'écrit ou à lever la main. Ou également si d'autres intervenants souhaitent poser des questions, c'est également tout à fait possible. Pascal, est-ce que vous souhaitez réagir ou sinon passons... Oui, si, j'avais peut-être juste envie de, pas du tout de compléter tout ce qui a été dit, mais en fait, dans la démarche telle qu'elle a été présentée, et puis c'est des éléments concrets, je trouve que ça illustre bien, quand on dit gestion patrimoniale, on dit quoi? En fait, là, dans la démarche, il y a tout un travail visant à sécuriser le patrimoine eau, en volume et en qualité, et toute une démarche à destination du patrimoine infra. Et dans ce patrimoine infra, j'ai le sentiment qu'il y a deux volets. Il y a on va rechercher sa performance, donc c'est la réduction des prélèvements, la réduction des déversements, et on le verra avec l'agglo de Châteauroux. Et on a un deuxième objectif, c'est sa durabilité. Donc là, on va plutôt s'assurer que euh, dans 20 ans, on aura encore un patrimoine dont la valeur permettra d'atteindre le même niveau de performance. Et quand on dit gestion patrimoniale, finalement, on pense très souvent infra, enterré ou pas, et plan de renouvellement. Et en même temps, c'est quelque chose finalement qui vient bien irriguer à la fois la ressource, sa préservation et sa durabilité. Et la durabilité, pardon, de l'infrastructure. Je ne sais pas si vous partagez, Monsieur Verrier, mais Oui, complètement. La réflexion, elle doit se faire de manière globale et il faut commencer par le commencement. Le premier patrimoine qu'on a, c'est le patrimoine naturel avec ses ressources. Et tout à l'heure, quand je parlais de passer d'une ressource à une autre, c'est vraiment important de soulager certaines ressources par rapport à d'autres, puisqu'on se rend compte qu'en fonction de la pluviométrie ou en fonction de l'état de départ au printemps, mais on n'a pas les mêmes capacités sur nos ressources. Donc oui, oui, il faut regarder ça de manière globale, en fait, hein. Il n'y a pas à se concentrer sur une seule chose, mais plutôt de regarder de manière transversale. Et puis, bah, pour ce qui est des coûts, bah, c'est d'aller au plus rationnel et au plus efficace. Alors, nous j'ai vu deux avons... questions, Oriane, ouais. Oui, donc on n'a pas de questions dans l'onglet questions-réponses, mais dans le fil de discussion, donc n'hésitez pas à privilégier plutôt l'onglet questions-réponses qui est beaucoup plus simple pour nous en termes de suivi, donc en bas de votre écran au milieu. Je vais même relayer des questions qui sont dans le fil de conversation. Donc, quel est le nombre d'agents ou autre question, quel est le nombre d'ETP mobilisés par ce projet et son suivi?
Et je voulais directement la deuxième question. Avez-vous un PGSSE ou cette démarche est-elle faite en même temps? Oui, tout à fait. Alors, le nombre d'agents, il est vite vu. En fait, on a une petite structure et c'est pas, il n'y a pas un agent, il y a moins d'un agent, quoi. On va dire, c'est moi qui le suis et je ne saurais pas le quantifier, mais alors comment ça fonctionne? On a un comité de pilotage annuel euh, qui est, bah, on va dire, sur une demi-journée, une journée. Et par contre, on a des comités techniques c'est-à-dire tous les volets dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, je sais plus, il y en a peut-être 8 ou 9. Enfin, tous les volets. Il y a 3 volets, mais dans les volets, il y a des sous-parties et on fait des comités techniques. Donc les comités techniques, c'est, je dirais presque quand on claque des doigts, c'est-à-dire avec très peu de personnes, entre 3 et 4 personnes. Comme il y a des gens qui sont sur Toulouse, sur Bordeaux, sur Paris, en Alsace, un peu partout, ou ici en Bourgogne. Donc ça se fait par visio et c'est des réunions courtes de moins d'1 heure où on recale les choses avec des indicateurs, donc, pour ce qui concerne le syndicat, c'est largement moins d'un équivalent temps plein. C'est très, très peu. Mais par contre, c'est très réactif. Et bon, j'ai la chance d'être dans une structure où on n'est pas super sur la formalisation. Donc, en fait, on passe pas plus de temps à dire ce qu'on va faire et à écrire ce qu'on a fait qu'à le faire, quoi. Voilà. Et non, mais ça, franchement, ça change tout. Mm. C'est-à-dire que ça permet des relations très directes, très efficaces. En plus, une bonne coopération entre tous les acteurs. Si je dois retenir aussi quelque chose sur cette action, c'est le fait qu'il y ait eu une synergie très importante et certains acteurs qui ne se connaissaient pas ont trouvé des possibilités de travailler ensemble. Donc ça aide aussi. Enfin, c'est en rapport avec les équivalents temps plein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les différentes entités d'un même projet s'entendent bien entre elles, déjà ça évite de faire monsieur loyal aussi, quoi. Donc c'est vraiment important. Euh, et ensuite, pour le PGCSE, on est en cours de PGCSE. Donc ça vient en parallèle, mais euh, enfin, il n'y avait pas vraiment de lien en soi. Alors à la fin, on va peut-être trouver des choses convergentes, mais donc le PGSSE, il est en cours d'établissement. Bon, merci pour ces réponses. Je vous propose de passer au deuxième retour d'expérience parce que je ne vois pas d'autres questions. Et nous aurons le temps à la fin du webinaire de prendre des questions pour l'ensemble des intervenants. Alors, je vais partager le support à nouveau. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous, monsieur Raoult? Parfait, bonjour à toutes et tous. Donc on va parler maintenant d'assainissement des eaux usées. On va commencer par une présentation générale traditionnelle, je dirais, de notre collectivité. Donc l'agglomération de Châteauroux, préfecture de l'Indre, regroupe 14 communes, 75 000 habitants. Ça fait 20 ans qu'on exerce la compétence eau potable eau usée, qui était à l'époque facultative. Nous sommes, nous, ici, en exploitation complète en délégation de services publics. Le système d'assainissement des eaux usées sur le contrat de Châteauroux, ça représente un peu moins de 300 km de réseau, avec l'originalité d'être 100% séparatif. Donc, on verra tout à l'heure hein, l'importance pour nous de travailler sur les eaux claires parasites aussi. 52 postes de refoulement sur le secteur et une station d'épuration intercommunale, donc 168 000 équivalents habitants, qui traite aussi les eaux usées de quatre autres communes et de nos principales zones d'activité. 3 millions, un peu plus de 3 millions 300 000 mètres cubes traités en 2023 et un petit peu moins de 19 000 abonnés. Voilà le contour de notre secteur de château. Ensuite, la gestion patrimoniale, comment elle s'organise sur notre territoire. Donc, en matière d'assainissement des eaux usées, on a d'une part les travaux d'investissement réseau qu'on a conservés au niveau de la collectivité, qui sont à notre charge. On a pour ça un budget alloué de l'ordre de 1 200 000 euros hors taxe par an, en moyenne, hein, sur Châteauroux, le complément sur les autres communes, qui est alimenté par une surtaxe de un peu plus de 83 centimes par mètre cube et qui a été harmonisé sur toute l'agglomération quasiment 2 ans après la prise de compétence en 2005. Donc, juste pour information, notre tarif actuel à Châteauroux est par délégataire compris TVA et par agent de l'eau de 2,24 € TTC le mètre cube. On est
Donc pour la partie travaux, donc d'investissement réseau, on est une équipe de 3 techniciens qui interviennent sur la maîtrise d'œuvre, donc à la fois sur l'eau potable et sur l'eau usée, donc tantôt plutôt certains types de chantiers que d'autres. Et donc notre rôle, c'est de préparer et de suivre les chantiers de renforcement, réhabilitation, de canalisation. Le, le lien qui se fait donc avec l'exploitant, bah, c'est justement ce qu'on va voir après sur comment il nous alimente pour prioriser nos choix de chantier. Et lui, de son côté, l'exploitant, eh bien, il a tous les travaux usines qu'il qu'il a contractuellement à réaliser dans un programme qui est défini dans le contrat de délégation de service public. Donc, vous voyez, gestion patrimoniale partagée entre nous, les réseaux, eux, les travaux usines. Par contre, le lien qu'on a fort ensemble, c'est ben, la coordination et le choix pour les chantiers de travaux d'investissement réseau. Sur les enjeux pour nous en termes d'eau claire, la réduction d'eau claire parasite. Donc, bien entendu, et c'est évident, la protection du milieu naturel. Hein, donc, on est sur un secteur avec un cours d'eau à l'Indre qui a une grande sensibilité, azote, phosphore et très faible débit à l'étiage. Euh, on a la volonté vraiment de travailler sur l'émission des déversements au milieu naturel. On a quand même quelques déversoirs d'orage qui sont susceptibles de véhiculer des eaux chargées, bien qu'on soit 100% séparatif. Le deuxième axe, c'est l'amélioration du cadre de vie. Ça paraît un peu surprenant, mais en fait, le fait qu'on ait malgré tout peu de déversoirs d'orage et qu'on soit 100% séparatif avec malheureusement quelques mauvais branchements ou des entrées d'eau claires, générait jusqu'à présent, je dis générait parce qu'on verra tout à l'heure, on en a quand même beaucoup moins, mais il y a encore quelques années, on avait pas mal de désagréments et de débordements chez les riverains, notamment, hein, c'était que les réseaux se mettaient trop en charge. Donc forcément, ça c'est un axe fort, un enjeu fort pour nous d'amélioration. On a aussi, bien entendu, l'aspect réglementaire, c'est évident. L'exemple qu'on peut donner sur notre territoire, c'est que chaque année, lorsque la DDT juge notre conformité, elle nous rappelle qu'on a une tolérance localement d'un seul déversement autorisé par mois par temps de pluie pour l'ensemble de nos déversoirs d'orage. Donc forcément, ça nous impose d'être très rigoureux. Sur l'aspect énergétique, bien entendu, c'est un enjeu fort puisque l'idée, c'est qu'en réduisant les eaux claires, on réduit les pompages, on réduit la quantité d'eau à traiter et donc on cherche à faire des économies et dépenser moins sur le poste énergie, qui est un poste qui a explosé ces dernières années, comme vous le savez tous. On cherche à travailler sur le volet sur de marge de manœuvre. Hein. L'idée, c'est que si on peut collecter plus d'eau usée sans redimensionner nos équipements qui peuvent encore tenir un certain nombre d'années, en rajoutant des lotissements, en rajoutant sur des zones d'activité, des activités complémentaires, ben, forcément, on dépense moins. Donc oui, se trouver des marges de manœuvre est un axe important pour nous. Et puis, bien entendu, pouvoir répercuter toutes les baisses potentielles de coûts d'exploitation ou de non-renouvellement d'équipements ou de non-création de nouveaux équipements sur la facture de nos usagers en maintenant un tarif compétitif. Donc j'en ai fini pour les enjeux. On va parler un petit peu de la méthodologie qui a été mise en place sur nos réseaux d'assainissement des eaux usées à Châteauroux. Donc, on a demandé au délégataire, dans le cadre du contrat qui a été renouvelé en 2016 et qui vaut jusqu'à fin 2027, de déployer une instrumentation sur le réseau qui permette dans un premier temps la surveillance de permanente hein, de tous les points sensibles du réseau, réaliser le découpage par bassin versant, hein, classiquement. Et ça, on l'a défini dans le cadre de notre délégation de service public. Donc, en un an, tout était équipé et petit à petit, on a pu avoir les premiers retours et maintenant, on est plus en phase de roulement, on va dire. Donc derrière ça, l'exploitant, bah, lui, il assure toutes les remontées de données sont collectées par son outil d'hypervision, Aquadvance Assainissement, donc, qui nous permet de capitaliser les données monitorées heure par heure et de réaliser à intervalles réguliers des diagnostics par bassin versant. Donc on essaye d'avoir sur chaque bassin versant une évaluation d'eau claire parasite en mètres cubes kilomètre jour. Et ces données capitalisées et cartographiées nous permettent d'orienter et de prioriser nos inspections pédestres, les passages caméras, et puis bien entendu aussi les contrôles de conformité chez les particuliers. Puisque comme je vous le disais et je le rappelle, on est en séparatif sur la totalité de notre territoire, donc il est très important que nous puissions avoir des branchements conformes dès le départ de la première eau qui rentre au réseau. Tout ça aboutit forcément à une coordination optimisée pour anticiper nos travaux
notamment avec nos collègues concessionnaires et les programmes de voirie, hein. Donc, on parlait tout à l'heure, effectivement, on a la volonté d'essayer de ne plus subir les travaux de voirie et puis de pouvoir anticiper et être réactif lorsqu'on apprend qu'on a l'opportunité d'intervenir ou lorsqu'on décide nous-mêmes d'intervenir. Et donc, ces travaux ciblés, ben, ils ont aussi pour intérêt de rechercher la meilleure façon euh, d'intervenir, donc un rapport coût-bénéfice, je dirais. Donc, on va prendre l'exemple, par exemple, une analyse fine permet de mieux favoriser une technologie de type chemisage plutôt que renouvellement intégral. On peut aussi se rendre compte que finalement, on a des mises en charge que dans certaines situations particulières ou par le dessus, par exemple, et que du coup le réseau est pas en mauvais état, mais que ce sont les tampons qui sont pas étanches ou que certains tampons sont disposés dans des endroits inadéquats, donc on peut intervenir uniquement sur les tampons. Voilà, l'idée c'est vraiment de prioriser, de hiérarchiser pour que petit à petit nos points noirs soient résolus. Donc les résultats à date. Euh, donc on a depuis le 2020, qui est vraiment l'année où on a pu commencer à partir de laquelle on a pu commencer à mesurer l'effet sur le dispositif qui a été mis en place. On a une réduction des eaux claires parasites de l'ordre de 15% depuis 2020. Donc ça représente 230 mètres cubes jour, hein, ou depuis le 2020, 350 000 mètres cubes. Mais aussi, on s'est rendu compte que ça permettait de mieux surveiller nos secteurs et non seulement de s'attaquer aux eaux claires parasites, mais aussi de progressivement régler nos points noirs et prioriser nos actions sur ces points noirs. Alors après, il faut être assez humble sur ces éléments. On a depuis 2020 des séries de pluies qui sont peut-être différentes de ce qu'on vient de subir là, sur ces dernières semaines, hein, sur notre territoire en tout cas. Donc forcément, avec les intensités de pluie de demain, même si là encore, je répète, on est en séparatif, on voit très clairement qu'il y a des moments où bon, les sols saturés, plus les pluies importantes, font que ça arrive de partout et qu'il faut être humble, je dirais, sur les résultats qu'on peut obtenir. En tout cas, ces 15% aujourd'hui, bon, c'est toujours ça qui, effectivement, n'est plus traité en station et c'est pas neutre. On a, au niveau du milieu naturel, quand même sacrément baissé également au niveau de débordement. Alors, pour certains d'entre vous, forcément, ça va paraître anecdotique, hein, mais bon, dans un système séparatif, on est censé avoir zéro débordement. Bon, c'est très, très difficile à obtenir, mais en tout cas, on était en moyenne à peu près sur nos points 2 à 4000 mètres cubes par an d'eau déversée directement au milieu naturel. Euh, Aujourd'hui, on est plutôt autour de 500 mètres cubes. Donc, on voit quand même un résultat significatif, même si j'émets toujours les réserves par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur euh, les conditions climatiques qui sont quand même pas toujours stables et il faudrait regarder sur un plus long pas de temps les effets euh, des dispositifs qui ont été mis en place. Après, sur les contrôles de conformité chez les particuliers, on est aujourd'hui, alors on avait commencé un petit peu avant 2016 aussi, hein, mais on a, je vous rappelez, je vous parlais d'une vingtaine, enfin 19 000 branchements. On est rendu aujourd'hui à 10 000 enquêtes réalisées, donc on a quand même réussi à dépasser les 50% de gens enquêtés. Il y a quand même eu, alors c'est bien enquêté, hein, mais derrière, la question qu'on se pose toujours, c'est quel effet, hein, parce que c'est vrai qu'un courrier, vous n'êtes pas conforme, une mise en demeure, bon, est-ce que ça donne toujours effet? Bon, on a vraiment donné les clés du camion à notre exploitant euh, avec un protocole commun hein, sur comment, comment on se rédige le premier courrier, le deuxième, le troisième, etc. Comment parfois des courriers plus sensibles où on veut marquer un peu plus les choses sont co-signés entre la collectivité et l'exploitant, par exemple. Et bon, ça marche quand même, hein. Aujourd'hui, on est satisfait d'avoir eu 677 mises en conformité, dont quand même sur le sujet du jour, à savoir les eaux claires parasites, 225 eaux pluviales euh, qui ne vont plus vers le réseau d'eau usée. Donc ça représente à peu près, on a estimé 10 000 mètres cubes par an quand même d'eau claire parasite directe, hein, d'eau de pluie qui ne rejoignent plus la station d'épuration et au préalable les réseaux d'eau usée et les postes en cascade. Mais bon, faut pas l'oublier aussi, hein, quand on fait des contrôles de conformité, on a tout le volet aussi inverse, eau usée sanitaire, qui a rien à faire dans le réseau d'eau pluviale et pourtant qui part au milieu naturel. Et donc, on a quasiment autant de mise en conformité de l'un que de l'autre. Donc, on a aussi quasiment 45 à 50 mètres cubes jour d'eau usée qui partent au milieu naturel sans que ça soit décelable, finalement, hein, et qui sont aujourd'hui traités en station d'épuration. On voit on a un double effet qui est quand même intéressant. Il nous reste malgré tout près d'un millier de, de branchements non conformes sur lesquels on continue à axer nos efforts et nos relances.
On arrive aussi à décanter des situations parfois anciennes et compliquées. Souvent, ça doit être le cas sur les territoires de collègues qui écoutent ce webinaire, lors des mutations. Effectivement, aujourd'hui, on voit bien que c'est un bon moment où il ne faut pas louper la pression qu'on peut mettre sur l'acheteur, le vendeur et le notaire. Euh, et c'est important. Donc, on en vient après au niveau des résultats, forcément, sur l'aspect énergétique. Alors, c'est présenté comme ça, c'est vrai que ça représente des quantités importantes, hein. On est à 7780 mégawatts heure économisés depuis 2016. Forcément, il faut vraiment bien rappeler que si c'est grâce notamment à la réduction des eaux claires parasites qu'on a pu avoir ces résultats-là, puisque moins d'effets dans les postes, moins de volume dans les postes, pardon, et moins de volume à traiter à la station. On a aussi travaillé avec l'exploitant dès 2016 sur une proposition qu'il nous a fait lors de la remise des offres pour ce contrat, à savoir de tenter, du fait qu'on avait une station d'épuration surdimensionnée, comme je vous disais tout à l'heure, hein, on a les eaux usées qui proviennent des communes extérieures, mais aussi des zones d'activité, où on n'a pas eu une mise en charge dans nos zones d'activité aussi importante qu'on aurait pu l'imaginer. On a profité, si vous voulez, du renouvellement de notre station d'épuration en 2009-2010 et de modernisation pour la surdimensionner par anticipation. Et c'est vrai qu'on a réussi à mettre en sommeil une file de traitement. Hein, on avait une ancienne file de traitement qui a été complétée par une seconde, avec des dispositifs effectivement qui étaient adaptés à pouvoir, en tentant le coup, gérer la totalité des effluents entrants. Et donc, depuis 2016-17, on a mis ça en place et effectivement, on a une file qui est en sommeil et forcément, ça, plus les économies réalisées en termes de volume entrant de clairs parasites et donc d'eau à traiter, nous permettent d'atteindre nos objectifs et même de les dépasser, hein, puisque le contrat prévoyait pas autant. Donc aujourd'hui, on est presque rendu à 8000 mégawatts économisés, ce qui a permis d'amortir un petit peu les hausses très importantes depuis 2 ans du coût de l'énergie. Donc mine de rien, ça représente quand même 22% de réduction depuis le début du contrat, de la consommation énergétique sur la totalité du contrat. Et ça vaut quasiment 2 ans de consommation normale, je dirais, du service assainissement sur ce sujet, quoi. Et enfin, dans nos résultats conséquents, on a la réallocation de 220 000 euros de renouvellement qui était prévu initialement donc, sur cette fameuse file A qu'on a tenté et réussi à isoler. Et donc, du coup, ne pas avoir à l'utiliser, bah, ça a permis de ne pas entretenir et moderniser les équipements qui auraient dû l'être sur cette file-là. Et donc, on a dispatché ces montants et les a réalloués à d'autres priorités, bon, un dégrayeur, une pompe par-ci, des clapets, le système de gestion des accès, vous voyez, ce genre de sujet, que ce soit en réseau, en station, on manque pas d'idées lorsque sur le plan de renouvellement on a l'exploitant, et il faut réallouer des montants. Je terminerai ma présentation donc par quelques éléments un peu clés là, qu'on pourrait retenir de notre retour d'expérience. Bon, c'est un petit peu frais encore, hein, puisque je vous disais, de 2016 à 2020, on est monté en puissance et aujourd'hui, on commence vraiment à récolter un petit peu les fruits de ce travail. Donc, on a, de manière indéniable, réussi à rester dans l'enjeu réglementaire. Hein, on a un milieu récepteur sensible ici et effectivement, on peut craindre aussi hein, la future directive européenne sur les eaux résiduaires urbaines dont parlait tout à l'heure M. Vizier, ce qu'elle puisse être relativement plus sévère encore qu'aujourd'hui. On a démontré aussi qu'on a de réelles économies possibles pour le binôme exploitant-collectivité parce qu'en faisant un partenariat clair dès le départ, hein, le qui fait quoi, on a réussi à aboutir sur une relation qui nous paraît en tout cas être gagnant-gagnant. Forcément, l'exploitant, bah, les économies d'énergie, ça lui prend, hein, et même s'il y passe du temps hein, pour chercher les eaux claires parasites. Et puis nous, on y gagne beaucoup parce que derrière, on est en capacité quand même de dégager des priorisations sur nos travaux. On va y revenir juste après. On s'interroge sur la transposabilité forcément à des échelles plus modestes que Châteauroux sur notre territoire euh, de ce dispositif. Bien sûr, le diagnostic permanent se met en place petit à petit dans les communes intermédiaires et les toutes petites communes. Mais bon, de là à tout équiper, on y réfléchit en tout cas. C'est des questions qu'on se pose. Euh, Bien entendu, ça ne vaut que si on est sur un diagnostic permanent. Il y a M. Vizier en début de session qui parlait de clé de voûte du système. Il est clair que si on n'alimente plus les informations, ben on casse forcément derrière
la dynamique, hein, donc il faut ce diagnostic permanent qui soit piloté en continu. Et puis derrière, bon, bah, au niveau de notre programme pluriannuel de travaux, aujourd'hui, il est moins subi hein, qu'il ne l'était il y a quelques années. En gros, on ne suit plus seulement comme disait tout à l'heure le collègue Monsieur Verrier, on ne subit plus les travaux d'opportunité avec telle route qui est réhabilitée ou je ne sais quoi. Ça, forcément, on est attentif à ce qui sort et donc on est réactif puisque on arrive quand même en travaillant par bassin versant, puis petit à petit par quartier, voire presque par rue, on arrive à cibler nos priorités et donc on peut réagir assez vite si un problème de voirie sortait. Mais on peut aussi, là, depuis un an ou deux, on commence maintenant à pouvoir proposer nous-mêmes des réhabilitations de réseaux ou des renforcements de réseaux d'eau d'assainissement sur notre secteur qui vont au-delà d'un programme de voirie. Donc, on a un budget alloué hein, qui est vraiment réservé aux travaux patrimoniaux, je vous le disais tout à l'heure. Et du coup, on essaie de le caler au mieux entre les travaux qui suivent le programme des collègues concessionnaires ou gestionnaires de voirie et puis ce que nous, on souhaite régler comme point noir au fur et à mesure. Voilà, j'en ai terminé. Bonjour. Merci pour votre témoignage. Même exercice, vous pouvez poser vos questions à l'écrit. Vous pouvez également lever la main dans l'onglet participants. Vous avez la possibilité de lever la main. Encore une vingtaine de minutes. Donc, questions, n'hésitez pas également à partager vos témoignages. C'est l'occasion. Donc, vos autres intervenants également, si vous avez des éléments à partager également. On n'a pas, Monsieur Raveau, vous avez évoqué comment dire, le montant du prix du service d'assainissement. Le montant que vous avez indiqué, j'ai plus en tête. C'est lié, c'est sur le service, y compris taxes, j'ai plus en tête. Alors, on est actuellement à 2,24 € TTC, la part eau usée, hein, Ouais. uniquement. Donc, 83 centimes de surtaxe, 91 par exploitant. Nous, on n'est pas en abonnement au niveau de la surtaxe, de la partie collectivité, et l'abonnement Suez est assez faible, hein. Il est à 14,60 € hors taxe aujourd'hui. Mhm. Donc, on est sur un tarif effectivement peu élevé, hein, 2,24 € par rapport à la moyenne nationale. On doit être un petit peu en dessous, j'imagine. Et on arrive quand même à dégager 1,2 million de. C'est ça qui est important. Je dirais que si on avait un peu moins, ben, on arriverait quand même à faire des choses. Si on avait un peu plus, ça serait mieux, mais on ferait plus. C'est évident, mais en tout cas, l'idée, c'est d'essayer de se dire, on se fixe quand même un objectif annuel. Alors, il y a des années où c'est compliqué, hein, quand tout le monde nous saute dessus en disant ils ont plein de programmes de voirie, je sais pas. Et puis il y a des années où c'est plus calme. Et là, on peut arriver avec nos projets tout prêts, je dirais. C'est l'avantage hein, d'avoir des axes d'amélioration sur des secteurs déjà préciblés. Alors, nous avons Ok. deux questions. La première, c'est plus sur la période opportune pour lancer ce genre de démarche. Nous avons la compétence assainissement depuis seulement 2 ans. Est-ce que s'engager dans une telle démarche ne serait pas prématuré? Moi, je pense pas, parce que de toute façon, on l'a vu par le biais réglementaire. Bon, je pense que M. Vizier complétera sur le volet des rues, mais euh, ça dépend quand même du contexte local. Je dirais que si on veut se lancer sur un dispositif, euh, parce que là on parle d'eau usée pour faire un petit peu écho à ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'eau potable, qui est plus éprouvé, plus habituel peut-être, dans la tête en tout cas des techniciens au assainissement. Il faut se lancer que si derrière, effectivement, il y a une volonté des élus d'avoir au moins un nombre d'enjeux équivalent à ceux dont on a parlé, et puis surtout d'avoir une capacité financière de réaliser les travaux, parce qu'effectivement, sinon, on va faire comme on faisait avant, des schémas directeurs avec des grandes idées, et derrière, il y aura rien de concret, quoi. Donc, il faut quand même se lancer si on est en capacité d'isoler un budget alloué, alors qui peut commencer petit et puis peut-être grossir plus tard, hein, mais il faut,
Je pense que c'est pas vraiment il n'y a pas de risque pour une collectivité jeune. Vous voyez, quand je parlais tout à l'heure, on est trois personnes hein, pour s'occuper à la fois de l'eau et de l'assainissement. Bon, bah, c'est vrai que ça prend du temps de monter des cahiers des charges, etc. Mais quand vous le faites sur des dossiers où vous avez eu des informations comme quoi ce secteur-là est prioritaire, bon, vous savez que vous pouvez emmener votre projet plus facilement. Après, effectivement, il y a le volet enveloppe financière. Il faut avoir quand même des crédits alloués. Je vais peut-être, tu complètes très. Je rejoins Monsieur Raveau. Je pense pas qu'il y ait de bons moments ou de mauvais moments. C'est ce qui est effectivement important et compte tenu que le transfert de compétences s'est fait que récemment, démarrer, mais démarrer petit ou modestement, mais rentrer dans cette démarche d'amélioration continue, de connaissance du patrimoine, de, de son diagnostic de performance, de sa durabilité, que ce soit dans le domaine de l'eau ou de l'assainissement, parce que là, on parle juste de l'assainissement, mais la même question pourrait se poser pour l'eau. Euh, Parce que on va dire que au-delà des montants investis, je pense qu'il y a aussi la méthodo, la mise en place autour de la méthode, des processus de validation, de concertation, l'organisation que la collectivité choisit pour piloter tout ça. La communauté d'agglomération de Châteauroux choisit l'internalisation de la partie maîtrise d'œuvre. Euh, donc, en tout cas, finalement, l'intensité peut être fonction de la maturité, enfin, dire le volume consacré peut être fonction de la maturité ou du temps depuis lequel on gère le service. Et pour autant, il me semble que démarrer assez vite, progressivement, avec ses moyens et aussi pour convaincre les élus petit à petit du bien fondé d'une telle démarche, euh, ça me semble vertueux. Merci. Monsieur Verrier, n'hésitez pas à intervenir. Oui, oui, ben, j'attendais, j'attendais que vous ayez fini. Oui, si je peux apporter une précision qui va complètement dans le sens des deux interventions, c'est nous, par exemple, là, vous voyez, 1,650 million, l'assiette eau potable, c'est 1,3 million par an. Donc, ça veut dire que, en gros, on a plus que les recettes d'une année pour du vent, parce que c'est du vent, hein. Aujourd'hui, on n'a que des outils de mesure, il n'y a rien de concret. C'est pas ça qui amène un patrimoine plus. Euh, Comment on va dire, plus neuf, rénové ou quoi. Là, pour l'instant, c'est uniquement les études. Et malgré tout, si on n'avait pas été éligible par l'agence de l'eau, je pense qu'on l'aurait quand même fait. Alors, on l'aurait fait plus lentement, mais on l'aurait fait quand même. Tout simplement parce que ce que vous avez exposé tout à l'heure, Monsieur Raveau, là, c'est le retour sur investissement. Quand on voit le prix du kilowatt aujourd'hui, et là, nous, c'est la même chose. Nous, le prix de l'eau produit, il est entre 1 et 2 euros. Donc, même si on prend 1,50 €, si on enlève 100 000 mètres cubes non produits par an, on est à 150 000 euros par an déjà de retour sur investissement. L'outil Asset Advance, il promet d'avoir une efficacité d'environ 20% supérieure à comme on le fait aujourd'hui. Donc, si on fait, nous, on est à peu près à 1,5 million, mais même 1 million d'euros par an, c'est 200 000 euros de gagnés par an, et ainsi de suite. Et après, c'est un cercle vertueux, puisque plus ça va aller, moins on aura à faire. Et par contre, je vous rejoins complètement, c'est comme le lièvre et la tortue, si on ne part pas, on n'arrive pas, quoi. Donc il faut commencer avec ses moyens, petit à petit. Et comme c'est un cercle vertueux qui fait que plus on a de données, mieux ça marche, ça va avancer. Par contre, c'est vrai que vis-à-vis des élus, mais nous aussi, techniciens, on a le sens de quelque part de la bonne gestion financière du syndicat. Il faut aller démontrer l'intérêt sur le long terme, mais pas trop long terme non plus. Un industriel, il va prendre le retour sur investissement, il va le prendre sur 5 ans à peu près maximum, entre 3 et 5 ans.
Donc en fait, pour bien, il faut quand même démontrer que sur 5 ans minimum, enfin maximum plutôt, on est ce retour sur investissement quelque part, parce qu'on est en train de parler, c'est le nerf de la guerre dessous, hein. Après, il y a tout l'aspect patrimonial de dire bah, on ne raisonne pas à l'échelle du mandat non plus. Et si on ne veut pas une marche très très haute dans 30 ou 40 ans, eh ben, c'est maintenant qu'il faut commencer à poser les jalons. Voilà. On a une question, j'ai vu, relative aux autres actions de performance énergétique qui auraient été mises en œuvre euh, dans les questions-réponses. Alors forcément, l'exploitant serait plus à l'aise que moi pour préciser exactement chaque poste qui a été vérifié, mais je sais très bien qu'ils ont travaillé beaucoup sur le monitoring des armoires à l'intérieur de la station, en isolant et en s'assurant de voir qu'il n'y avait pas d'usure prématurée, de choses comme ça, par exemple. Et puis aussi un autre exemple, donc on a une alimentation de nos bassins d'aération par une méthode fine bulle qui qui est suivi d'assez près. Et donc, ils ont calé un peu le. On avait deux renouvellements prévus dans le cadre de la période de contrat 2016-2027. Et dès qu'ils ont eu une dérive un peu énergétique, ça leur a permis, ils ont suivi en fait les consommations énergétiques pour bien caler le moment où ils ont fait le renouvellement, donc, qui a été fait par exemple l'année dernière. Et on voit vraiment tout de suite un effet automatique hein, en termes de consommation sur une station d'épuration qui est, enfin, faut pas l'oublier, hein, c'est un équipement qui consomme énormément d'énergie. Hein, et c'est vrai que plus il faudra traiter, plus il faudra consommer d'énergie probablement pour pousser loin les, C'est les éléments de c'est- pollution à traiter. ce sujet énergétique versus performance de traitement est bien l'un des enjeux principaux de ce qui, de la DRU, hein. C'est, on va dire, d'aller chercher quelques milligrammes sur l'azote et le phosphore. Ça, techniquement, ça se fait assez bien, mais bon, ça va consommer, voire faudra investir un peu, et puis ça va aussi consommer probablement plus de réactifs et aussi plus d'énergie. Et en même temps, la DRU demande à tendre vers une neutralité énergétique. En tout cas, fixe un cadre de cette performance énergétique et ce couplage énergie-perf de traitement sera forcément l'un des enjeux. Et ce que vous décrivez sur ce qui a été fait au niveau de la station pour la performance énergétique, ça rejoint ce qui a été dit euh, sur le sujet des données et de la connaissance. Sur un sujet de perf énergétique, la première des choses à faire, c'est de mettre en place des sous-comptages qui soient physiques ou virtuels, parce qu'aujourd'hui, on peut arriver via des algorithmes à réaliser des sous-comptages simplement par des traitements algorithmiques de données et faire des reconstitutions de sous-comptages. Ça commence par ça. Déjà, connaître où, à quel endroit, on est dans les clous, où on est légèrement à côté, et si on est légèrement à côté de là où on devrait être, comprendre pourquoi et agir. Donc, cette thématique données, qualité de ces données, exhaustivité, fiabilité, et l'un des points c'est pas qu'on oublie, mais c'est qu'en plus, il faut maintenir dans la durée la qualité de ces données et assurer toutes les ressources qui vont bien pour leur mise à jour. Voilà. Donc, Dans le dans la même esprit, performance énergétique, effectivement, c'est une somme de plein d'actions. La première d'entre elles est la plus vertueuse, étant bien sûr de consommer moins d'énergie, puisque c'est l'action qui permet de gagner à la fois en euros et en bilan carbone. Alors, ça, cette action-là, on connaît tous le slogan, hein, la meilleure énergie ou le meilleur kilowatt, c'est celui qu'on ne consomme pas. Enfin, on peut le décliner pour plein de choses. Euh, ouais, dans le même esprit, là, dans l'appel à projet, on avait écarté ce volet énergétique parce que déjà c'était avant qu'il y ait une flambée des prix. Et puis on considérait que ce n'était pas forcément justifié parce que le réseau n'est pas si complexe que ça. Et là, on va se mettre à travailler, alors pas cette année, mais l'année prochaine, fort de tous les éléments qu'on a vus tout à l'heure, à modéliser de manière énergétique
comment ça se passe dans le syndicat, en fonction justement là, peut-être de faire baisser un petit peu les pressions, de travailler sur les marnages de réservoirs, sur les horaires de remplissage. Et là, il y a tout un monde à découvrir et qui promet d'être passionnant, là. Merci. Est-ce qu'on a d'autres réactions? N'hésitez pas, il reste quelques minutes, ou sinon, je laisse la parole à nos intervenants pour un mot de la fin, pour conclure. Euh, alors, attendez, pour ma part, je voulais juste. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, voilà. Est-ce que vous, est-ce que vous voyez mon l'écran là? C'est bon? Oui. C'est bon. Alors, évidemment, c'est pas bon. Moi, enfin, n'hésitez pas à m'interrompre sur, pour comment dire, s'il y a encore des questions, in fine, parce qu'on arrive au terme de l'heure et demie. Euh, je je reviens pas sur le contexte, euh, mais juste revenir sur la gestion, quand on dit gestion patrimoniale, j'aime bien qu'on voit ça sous les deux aspects, hein. Le patrimoine naturel, euh, que ce soit celui de l'eau qui sert à fabriquer de l'eau potable ou que ce soit l'eau des milieux aquatiques et qui permet d'avoir la biodiversité et tout un tas d'activités de loisirs pour les citoyens. Donc, il y a ce sujet de tout ce qu'on peut faire pour assurer la durabilité de ce patrimoine eau. Et puis, la chose comment dire, plus communément, qui vient plus rapidement à l'esprit, c'est la partie infrastructure. Mais là encore, pour la partie infrastructure, pour ma part, on a vraiment toutes les actions liées à la manière dont on gère ces infrastructures pour de la performance. Si prends juste deux exemples pour l'eau potable, ce sera essentiellement perdre le moins d'eau possible. Et donc, euh, réduire et chercher les fuites le plus vite possible et les réparer. Ne passe pas seulement les trouver d'ailleurs, une fois qu'on les a trouvés, il faut les réparer. Donc, il faut des équipes mobilisables pour le faire. Ou pour l'assainissement, faire en sorte d'avoir des équipements patrimoniaux qui fonctionnent en état de fonctionnement pour limiter le plus possible les déversements lors des épisodes pluvieux. Donc ça, c'est la partie, on va dire, performance. Et puis, il y a l'autre partie, c'est comment faire pour que, quel programme je dois mener ou quelles actions je dois mener pour que au niveau de performance actuelle où je suis, je maintienne de manière la plus optimale possible le bon euro au bon endroit au bon moment. Ça a été dit. Je ne fais que redire ce que nos deux témoins, deux collectivités ont pu partager avec vous. Comment je fais pour que dans 20 ans, dans 30 ans, je sois à minima à ce même niveau de performance, voire au-dessus. Et donc, me semble-t-il, bien cet ensemble-là qui constitue cette grande famille de gestion patrimoniale. Ça a été dit, c'est un maillon dans un temps où il y a une volatilité des coûts. Aujourd'hui, c'est plutôt l'électricité, ça a été divisé par je ne sais plus combien, 10 peut-être même plus en quelques mois, mais en tout cas, dans cette période de volatilité des coûts et où les investissements sont importants, sont devant nous, la maîtrise de cette partie euro, elle est évidemment importante, surtout enfin, quand on la mélange en plus avec le problème de recettes dont je parlais. Donc, tout ce qui va permettre d'être le plus fin possible, précis possible, euh, pertinent possible pour gérer ces deux patrimoines, celui du milieu naturel et celui des infrastructures, est clé. Et cette gestion patrimoniale, c'est un levier. Je pense que nos deux, comment dire, Frédéric Verrier et Stéphane Revault
ont apporté des éléments concrets à cet effet levier sur les euros. Puis il y a aussi des effets leviers sur la sécurisation, qui est quelque chose qu'on traduit moins en termes d'euros, en tout cas c'est moins direct. Mais il y a des effets, des effets comment dire, indirects assez évidents. Et évidemment, toute cette sécurisation et cette garantie d'accéder en permanence, sans restriction, ou en tout cas dans des conditions d'accès, euh, comment dire, acceptables par toute la population et le tissu économique du territoire est un élément évidemment clé pour l'attractivité. Et d'une part, et donc qui dit attractivité dit développement aussi de ce même territoire. Donc, ça représente un effort, des investissements préalables. Et effectivement, les résultats, ils doivent pouvoir se mesurer dans des horizons relativement courts. Je rejoins les 3 à 5 ans qui ont été mentionnés. Euh, mais, mais c'est quelque chose qui, dans la durée, a beaucoup de potentiel et de vertu. Si vous souhaitez ajouter quelque chose, n'hésitez pas. Ça n'a pas vocation forcément à conclure l'heure et demie. On approche de la fin. Mais Frédéric, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose? Un message. Non, non, rien de particulier. Je suis à votre disposition si jamais il y avait des questions. Encore une fois, ça n'est qu'un témoignage, hein, ce qu'on a mis en place là, vous, pour notre territoire. Et d'ailleurs, il y a des expériences plus ou moins heureuses, hein. On le verra dans les conclusions l'année prochaine. Et la question, c'est de savoir si on va rester ou pas avec ces outils-là, parce qu'il y a aussi des coûts de fonctionnement. Là, on a parlé que de l'investissement. Et encore une fois, on fera un calcul économique pour savoir ce qui vaut mieux conserver ou pas, avec des visions court terme, moyen terme, long terme. Mais donc voilà, donc résultat, peut-être à l'année prochaine, on pourra vous présenter tous ces résultats-là. Merci. Stéphane? Rien de particulier. Un grand merci en tous les cas à tous les trois pour vos interventions et vos témoignages. Donc, vous aurez accès au replay et au support et nous vous donnons rendez-vous lors des prochains événements sur l'eau. 3 dates à retenir. Le 6 septembre, nous serons à Dunkerque pour une matinée d'échange sur les politiques de l'eau. Le 10 septembre, quelques jours après, nous serons à Bourges. Là, nous parlerons également des politiques de l'eau, mais plus spécifiquement sur les transferts de compétences eau potable et assainissement et pour accompagner les intercommunalités dans le Cher qui sont concernées par ce dossier. Et la convention d'intercommunalité de France aura lieu du 16 au 18 octobre au Havre et nous aurons un atelier qui portera sur le financement des services publics environnementaux dans un contexte de sobriété. J'ai évoqué rapidement euh, les propositions que nous avons diffusées la semaine dernière, donc ce sera l'occasion de vous les présenter un peu plus en détail. Donc, propositions sur le financement de l'eau, mais nous avons effectué un exercice similaire sur les réseaux de chaleur et sur les services de déchets. Donc ce sera l'occasion de débattre collectivement de tous ces points-là. Merci à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée. C'est à vous, bonne Merci. journée. Merci, au revoir. Au revoir.